Bienvenue sur le podcast des Warriors. Aujourd'hui, on est avec Lahifux dans le camp à Marrakech pour le voyage organisé par Warrior Travel. Comment ça va? Franchement, ça va très bien. C'est la fin de semaine, on a passé un excellent séjour. Et toi alors? Moi ça va bien, je pense que ça se voit sur ma tête, bien bronzé, souriant. Je peux pas être plus content. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Laifa Lahifux sur les réseaux sociaux. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, anciennement athlète. Je continue un petit peu à faire des compétitions, coach. Et puis j'arbitre au national et international. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans le JJB et tu as mis combien de temps pour avoir la ceinture noire, etc. Alors j'ai commencé le jiu-jitsu en 2014, je crois, si je me rappelle bien, 2013-2014. Donc ça fait à peu près 11 ans de jiu-jitsu. J'ai commencé le jiu-jitsu à Marseille, dans un petit club qui s'appelle Étienne Claude. Étienne Claude Jiu-Jitsu, c'est là où j'ai découvert le jiu-jitsu. J'ai commencé directement à faire des compétitions en ceinture blanche, ça m'a plu. J'ai voulu vite progresser. Je suis passé ceinture bleue en quelques mois, dû un peu au travail que j'ai fait, tu comprends. Donc après ceinture bleue, je suis resté un bon bout de temps. J'ai fait beaucoup de compétitions, souvent les championnats d'Europe, etc. Championnat de France. Je passe violette, je crois, en 2018. C'était quand Non, c'était pas 2018, c'était 2020 le Covid, c'est ça? Exactement. 2020, 2021, je passe violette. Pas trop de compètes à ce moment-là. Puis marron, champion de France, Coupe de France, ceinture noire maintenant. Sous Zakaria Arab Z-Team, j'ai passé toutes mes ceintures sous la Z-Team. Et la ceinture noire, c'est Kenji 7 et Reda Hamzaoui qui me l'ont passé. De Bourg-la-Reine, Jiu-Jitsu. Écoute, maintenant, Top. j'ai un club sur Avignon, on a quelques élèves. Et puis voilà. Magnifique. Du coup, tu nous as parlé un peu de compétition et tout. J'aimerais bien savoir, je pense que même les gens qui nous regardent aimeraient bien savoir, c'est quoi un peu les compétitions que tu as fait? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Même dans le cadre de l'apprentissage, hein, pas seulement des compétitions, mais est-ce que tu as voyagé pour apprendre du jiu-jitsu, etc. J'ai énormément voyagé et je pense que j'aurais pas autant voyagé si j'avais pas fait du jiu-jitsu. J'ai beaucoup voyagé dû au jiu-jitsu. J'ai fait beaucoup de compétitions étant dans les ceintures colorées, ceintures noires, j'ai fait beaucoup moins de compétitions parce que je me suis plus concentré sur le coaching, etc. Mais ouais, j'ai beaucoup voyagé en Europe, en Afrique, en Amérique. Il me manque l'Asie, j'aimerais bien voyager en Asie, mais Inch'Allah ça va venir. Et puis encore plus avec Voilà, l'arbitrage. Encore plus avec l'arbitrage. C'est top. Et justement, tu as parlé de coaching, tu as ouvert des académies, etc. Et il y a des gens qui performent, hein, des gens que tu as eu depuis la ceinture blanche qui performent. J'aimerais bien savoir un peu c'est quoi ta vision et c'est quoi ton secret, entre guillemets, pour rendre quelqu'un performant en compétition à un haut niveau. Alors en fait, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément été doué dans le jiu-jitsu. J'ai dû apprendre par moi-même à progresser, donc j'ai fait énormément de recherches. Tout à l'heure, je t'ai pas répondu, mais tu m'as posé la question en combien de temps je suis passé ceinture noire, je crois en 8 ans à Ouais. peu près. 8 ans, mais j'ai énormément travaillé dans la recherche. Donc dans mes voyages, j'ai été chercher comment les meilleurs coachs enseignaient, comment les meilleurs athlètes s'entraînaient. Et j'ai pris un petit peu de chaque endroit, les meilleures façons de faire. J'ai fait un petit peu ma sauce. Et j'en ai fait un programme que tu connais, qui est sur l'encyclopédie, le programme Next Level, que maintenant j'enseigne aux gens et qui permet de pouvoir apprendre un maximum de choses, mais de façon condensée. Ouais. Ce qui fait qu'au lieu d'être ceinture noire en 8-10 ans, tu pourrais l'être en 5-6 ans en ayant des méthodes comme tu les as vues pendant le camp avec les concepts, Magnifique, etc. ouais. Vraiment, on a beaucoup progressé là pendant cette semaine. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, bon, je ne pense pas que c'est indispensable, mais est-ce que c'est un bon moyen de progresser, de voyager et de venir comme ça dans des camps où tu fais que du jiu-jitsu ou même un autre sport de combat, hein, mais est-ce que pour toi, c'est un bon moyen de progresser rapidement? C'est une excellente question. Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, quand tu vas faire un camp avec quelqu'un qui est là pour t'enseigner. Non, quand tu vas faire un camp avec quelqu'un qui est là pour t'aider à progresser. Dans le sens où c'est quoi la différence? C'est quand quelqu'un va venir pour t'aider, pour t'enseigner, c'est que tu vas ressortir de là avec un enseignement, quelque chose que tu as appris. Quand tu vas dans un camp pour progresser, souvent c'est des camps avec des athlètes, dans ce cas-là, tu devrais déjà avoir un certain Ouais. niveau. Je suis d'accord. Tu dois avoir un certain niveau pour
perfectionner tes mouvements, perfectionner ton cardio, ton physique, ta façon de voir les choses, ton combat, parce que tu vas pouvoir tourner avec ces athlètes qui sont à haut niveau. Et quand tu le fais avec très peu de niveau, faire un camp avec des athlètes, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. C'est clair, ouais. Alors que quand tu as très peu de niveau et que tu viens voir un enseignant, tu vas repartir avec de la connaissance et tu vas pouvoir travailler de ton côté. Puis pourquoi pas faire un camp avec des athlètes. Je sais pas si Non, c'est clair, c'est clair. tu as capté un peu le truc. Ceinture noire, moi j'ai eu un gros choc quand je suis passé de marron à noir. Vraiment un gros choc parce que j'ai gagné beaucoup de compétitions dans mes ceintures de couleur. J'ai quasiment très peu perdu, alhamdoulilah. Et quand je suis arrivé en noir, bah, c'est tout l'inverse, j'ai très peu gagné. Au début, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que en ceinture noire, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. En ceinture de couleur, tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs. Comme je l'ai expliqué, un exemple tout simple. En ceinture de couleur, tu refuses le passage, tu vas en tortue, tu donnes ton dos. Tu n'as pas énormément de chances qu'ils te soumettent. En ceinture noire, c'est intransigeant, c'est chirurgical. Tu vas en tortue, il est aguerri, il fait ça depuis des années, il te prend le dos, il te soumet. Donc c'est vraiment la précision et l'expérience et la patience qui différencient une ceinture noire d'une ceinture de couleur pour moi. Ah, c'est une bonne question ça. Le stress, il faut savoir que le stress, il s'accumule toute la semaine ou les 2 semaines avant la compétition. Donc le jour de la compétition, tu n'es pas forcément en train de stresser d'une façon à ce que le stress de la compétition du jour même te bousille. Ce qui te bousille vraiment le corps, c'est le stress avant. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tu as accumulé une dose de stress énorme qui fait que le week-end, quand tu arrives en compétition, tu as le stress supplémentaire du jour de la compétition et tu t'effondres. Ça veut dire que ton corps, il est plus capable de pouvoir être lucide, de pouvoir être athlétique, de pouvoir être endurant. Pourquoi? Parce que le stress, ça sécrète des hormones ou des choses dans ton corps, pour parler avec des mots simples, ça sécrète des choses dans ton corps qui sont bonnes mais à la fois mauvaises. Ça veut dire que ton corps, il va sécréter des choses dans ton corps pour t'aider à surpasser le défi qu'il y a devant toi et qui te donne du stress. Tu es face à un lion, tu stresses, tu vas pouvoir courir plus vite, tu vas pouvoir avoir plus de force, tu vas pouvoir avoir certaines capacités que tu n'as pas sans le stress. Mais si tu appréhendes tout ça et que tu reçois le stress et que tu ne le gères pas, il va te bousiller. Parce que le stress, une fois qu'il a sécrété tout ça, l'adrénaline, etc., et ben à la fin, ça crée plein de petites choses dans ton corps, pour parler avec des mots simples, qui vont te rendre exténué. L'acide lactique, la fatigue, parce que ton cœur, il a monté à un très haut niveau de battement par minute, tu as eu de l'adrénaline, tout ça, et toutes ces choses-là, elles font que ton corps, après, il est beaucoup moins performant qu'avant. Mais si ce stress-là, tu l'as depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu as utilisé toutes tes recharges de stress qui sont bonnes, tu vois, et tu les as ensuite éliminées. Donc toutes ces mauvaises choses après le stress qui viennent, ils se sont accumulés toute la semaine. Le jour de la compète, tu n'as plus rien. Donc il faut gérer le stress dans le sens où il ne faut pas penser à ça. Et le jour de la compète, au moment où tu stresses, c'est là où tu dois t'en servir. Pour moi, les choses qui m'aident à gérer le stress en compétition, c'est la respiration, bouger. Ok. La respiration, c'est très important. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Se relâcher, se détendre. Et une autre chose aussi, c'est de bouger. Quand moi, je suis en compète, je m'échauffe, je stresse de ouf. Je suis quelqu'un qui stresse de ouf, comme tout le monde. Peut-être plus même. Et quand je bouge, je me sens relâché. Je prends un gars, viens, on tourne. Et quand tu tournes, tu oublies ton stress et tu te sens mieux. Donc, rester sur place, ne pas accepter que tu stresses, vouloir se combattre contre ce stress, c'est pas la bonne chose. Il faut l'accepter, il faut le gérer, il faut se dire ok, je stresse, mais je suis chaud pour tout casser. Tu comprends un peu? Bouger, respiration, c'est très important. Et du coup, pour toi, comment on prépare bien une compétition? Comment on prépare bien une compétition? Il faut aller sur tous les aspects. Le physique. Pour moi, après moi je suis quelqu'un de croyant, donc je suis musulman. Moi je me dis que Dieu est juste. Dieu est juste. Si lui s'est entraîné plus que moi ou mieux que moi, il va gagner. Ça, c'est logique. Donc, je dois m'entraîner plus que lui ou et mieux que lui. Donc, dans le sens où je dois faire de la prépa physique, c'est très important, lié au jiu-jitsu, spécifique jiu-jitsu. Je dois faire de la prépa technique et je dois aussi avoir un minimum de skills
pour ce que je vais faire. Je m'explique. Si je suis ceinture violette depuis 2-3 mois et que je vais me manger des ceintures violettes depuis 3-4 ans, mais qui eux ont les skills pour battre des ceintures marron ou noires, et que moi je viens juste d'arriver dans ce game, forcément je ne serai pas à la hauteur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire énormément de compétitions avant ça, CFJB, AJP, etc. pour pouvoir acquérir de l'expérience et après j'irai au Worlds. Maintenant, si moi je me sens prêt et j'ai la capacité ou alors j'ai la chance d'avoir des gens qui gagnent des grandes compétitions dans ma salle, des sparring de qualité, je peux déjà me jauger avec eux. Donc quand tu vas préparer ta compétition, il faut que tu la prépares physiquement, mentalement et techniquement. Si tu n'as pas exploré ces trois aspects-là, ça va être difficile pour toi d'aller gagner de grands titres. Ouais, je vois. Et du coup, pour toi, est-ce que n'importe qui peut faire une compétition? Ouais. Ouais. Pour moi, on devrait tous faire des compétitions parce que le jiu-jitsu, c'est ça qui est magnifique dans ce sport et dans l'organisation qu'ils ont fait de ce sport. C'est que même si tu as 35, 40, 45, 50 ans, tu peux combattre contre des gens de ton âge, ton niveau et ton poids. Il n'y a pas d'excuse. Ouais. Il n'y a pas d'excuse. Il y a même des compétitions pour les handicapés qui font Ah ouais, à Abu Dhabi. Ouais, ouais, ouais. ouais, je savais Donc, même pas. tu as une jambe, l'autre il lui manque un bras et on combat ensemble, tu vois. C'est Magnifique. tout de façon équitable. Ouais. Donc, t'as pas d'excuse. Le gars, il a ton niveau, il a ton poids et il a ton âge. Si maintenant tu vas pas, c'est vraiment que t'es pas fait pour le combat ou c'est que t'es quelqu'un qui a trop peur, trop de stress, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, qui ne veut pas aller au défi, au challenge. Donc, pour moi, tout le monde devrait faire des compétitions. Juste la chose que moi je conseillerais, c'est de ne pas faire des compétitions au bout d'1 ou 2 mois de jiu-jitsu. Parce que tu ne connais pas encore les mouvements, tu risques de te blesser, Ouais. etc. Je pense qu'il faudrait attendre au moins une petite période histoire que tu aies ce flow en toi de jiu-jitsu, tu connais les mouvements, tu poses pas ta main quand tu tombes, tu sais chuter, etc. Ça, c'est vraiment le minimum requis. Puis après ça, je pense qu'il faut y aller. Toi, est-ce que c'est un sport, le jiu-jitsu brésilien, que tu conseillerais à n'importe qui et comment, enfin, à n'importe quel âge, quoi? Ouais. Bah ouais, comme je te l'ai dit, c'est un sport qui n'est pas. C'est un sport justement qui est contrôlé. Quand je dis contrôlé, c'est quoi? C'est que tout ce sport, il se fait dans le contrôle. La pression, les mouvements, etc. Surtout le kimono. Surtout le kimono. Le nogi, ça peut être dangereux à un certain âge. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle, tu vois. Mais en kimono, il y a beaucoup de contrôle. Le col, la manche, la delariva, c'est très peu explosif, tu vois, à bas niveau, je parle. À niveau amateur. Donc tu risques moins de te blesser. Tu risques même de t'endurcir sur certaines articulations, certains mouvements. Il suffit juste d'avoir les bons sparring et un professeur qui sait mettre qui avec qui. Je ne vais pas mettre un gars de 65 ans de 55 kilos avec un gars qui fait 1m90, 130 kilos et qui est ceinture blanche aussi, tu vois. C'est extrêmement dangereux. Il faut juste avoir quelqu'un qui sait gérer et puis toi qui n'a pas d'orgueil de te dire je vais taper, je vais abandonner, c'est pas très grave. Je suis dans la salle d'entraînement, je vais progresser. Donc ouais, tous ces petits trucs-là, ils font que n'importe qui peut faire du jiu-jitsu. Ok. Et si on parle d'autodéfense, pour toi, c'est quoi le meilleur sport pour se défendre dans la rue si quelqu'un t'agresse, par exemple? Déjà, si quelqu'un t'agresse, pour moi, la meilleure façon de faire, c'est de s'enfuir. Parce qu'aujourd'hui, dans la rue, tu sais pas qu'est-ce que la personne elle peut avoir. Ça se Ouais, trouve que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui va avoir un couteau, quelqu'un qui va avoir une lame, une arme, n'importe c'est laquelle. clair. Donc moi, pour moi, face à un agresseur, même moi qui suis ceinture noire du jiu-jitsu, je vais toujours essayer d'éviter la confrontation. Ok. Maintenant, si tu n'as pas le choix et que tu es face à quelqu'un et que cette personne elle est seule, pour moi, c'est le jiu-jitsu aussi. Le jiu-jitsu, pour moi, c'est le meilleur sport pour pouvoir se défendre dans une situation d'agression, à main nue, sans arme, face à quelqu'un qui est seul. C'est le jiu-jitsu. Ok. Sinon, c'est compliqué pour moi. Arbitrer BJF, c'est un long processus parce qu'il faut déjà avoir un certain niveau en termes d'arbitrage, en termes de connaissance des règles, pardon. Parce qu'en fait, tu dois passer un examen théorique, un test en ligne. Ok. Donc, tu fais un webinaire, puis tu fais un test après ce webinaire pour voir si tu as la connaissance des règles requises, où tu dois avoir un minimum de pourcentage de points de réussite. Puis, une fois que tu as réussi ça, tu vas devoir faire un test pratique. Donc, on va te mettre sur un tatami avec un talkie-walkie, une oreillette,
et un arbitre confirmé qui va être là pour te former, t'apprendre, etc. Puis tu vas faire une, deux, trois compètes avec ce même système-là d'épreuves pratiques. Et puis ensuite, on va te sélectionner ou non pour faire arbitre dans une compétition. Hmm. Du coup, là, quand on est dans le thème un peu de l'arbitrage, pour toi, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans un combat ou est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui font de la compétition au niveau des points, etc. Moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est que quand tu vas faire une compétition, tu te dois de connaître les règles sur le bout des doigts si tu aspires à gagner des grandes compétitions. Ou même gagner une compétition, tout simplement. Je te donne un exemple. Si tu sais pas que toutes les 20 secondes, il y a une pénalité, bah toi, tu vas marquer 2 points, tu vas voir ton nom là-bas, c'est écrit que tu as 2-0, tu vas bloquer le jeu. C'est logique. Tu vas te dire, je vais bloquer le gars et je vais attendre jusqu'à la fin. Ça paraît bête ce que je dis, mais on a déjà disqualifié plusieurs gars comme ça. Parce qu'ils ont marqué 2 points, ils ont bloqué, et ils baissent la tête, ils ont la tête dans la garde fermée, ils bloquent, ils bloquent, ils bloquent, ils bloquent. L'autre, pourtant, on touche l'athlète, on parle fort, Hmm. on dit la commande vocale en portugais, mais on le touche, on lui montre que, hé, on est en train de te dire quelque chose là, il faut bouger. Et ils se font disqualifier. Alors qu'ils auraient pu gagner facilement, c'est pas une question de manque de technique, c'est juste Hmm. une question de manque de connaissance des règles. Pareil pour plein d'autres choses. Je suis au bord du tatami, je suis sur le point de sortir. Je suis dans le dos du gars. Si je mets ma main dans son col comme ça, l'arbitre ne peut pas te remettre au milieu, tu es dans une soumission. Mais si tu as appris les règles, tu as appris les règles, et les règles dans le rulebook de l'IBJF, ils ne mentionnent pas certaines choses. Ok. Il n'y a qu'un arbitre qui va pouvoir te le dire, ou l'expérience de la compétition qui va pouvoir te le dire. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait l'encyclopédie, à la base, c'était pour dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais une encyclopédie avec des règles alors qu'il y a un rulebook? Tu vois, il y a beaucoup qui me disent ça. Parce que les règles qu'il y a dans le rulebook, c'est de la théorie. Mais le rulebook, il ne peut pas faire 500 pages. Il y a des choses que tu ne peux Hmm. pas savoir ou tu ne peux pas comprendre forcément avec une ligne. Donc tu as besoin d'un arbitre qui t'explique. Même moi, aujourd'hui, je vais encore dans de grandes compétitions, j'arbitre les Europe Nogi, j'apprends encore des règles. Ok. Ah, c'est comme ça que ça C'est fonctionne. fou. Ah, quand il met ça, ah ouais, d'accord. Et toi, tu me dis qu'avec un rulebook, tu vas aller en compétition et tu vas savoir des choses. Non. Là, je suis en train de te proposer un service qui te permet de comprendre et de questionner l'arbitre sur n'importe quelle règle. Moi, j'aurais rêvé avoir ça, tu vois, honnêtement. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Mais voilà, comme je disais, avec la main dans le col, tu dois la lâcher, la main dans le col, pour que l'arbitre puisse te remettre au milieu et tu gardes le dos. Si tu gardes ta main dans le col et que le gars il roule et vous sortez, il roule de façon technique, il essaye de sortir en défendant dans le sens de la défense. Bah, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre il va vous remettre au centre, 2 points pour toi, parce que tu étais en train de le soumettre, et tu as perdu la position, il va recommencer debout. C'est Alors que dur. si tu avais cette connaissance de règles, lâche le col, tiens juste la seatbelt, tu regardes l'arbitre, paro, reviens au milieu, et tu es encore dans le dos, et tu peux encore soumettre ton adversaire. Ouais. C'est Voilà, c'est important, ouais, c'est deux ouf. types d'erreurs très importantes à connaître, Hmm. tu vois. Sois constant. Pour moi, être constant, c'est la clé. Parce que tu peux apprendre des bêtes de trucs en une semaine. Tu as l'impression que tu vas progresser de fou. Si tu les travailles pas, tu rates 1, 2, 3 jours d'entraînement, 1, 2 semaines, 3 semaines, c'est sûr à 100%, tu vas en oublier une grande partie. Alors que si tu avais dès lundi, là, tu rentres dès demain, midi, tu vas à l'entraînement et tu commences déjà à retravailler ce qu'on a vu, à réviser, etc., ça crée une constance dans la façon dont tu apprends les choses et dont tu révises, la, la façon dont tu vas retenir, elle va être bien meilleure quand tu apprends un petit peu tous les jours que quand tu apprends beaucoup de choses en très peu de temps. Tu comprends? Donc en gros, c'est comme si tu voulais apprendre une poésie. Si tu apprends une ligne par jour, mais tous les jours tu apprends une ligne. Comme par exemple le Coran, tu vois, le Coran. Moi qui suis aussi musulman, quand je vais lire le Coran, si j'apprends une sourate en entière d'un coup, ça n'a rien à voir avec si j'apprenais 5 versets par jour. Si je la prends en entier d'un coup, puis dans un an j'essaie de la réciter, c'est sûr que je vais faire des erreurs. Mais si j'apprends 5 versets par jour de cette sourate tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis je passe à l'autre, puis quand j'ai fini celle-là, je reviens à celle-là pour réviser. C'est ça les cycles dont je te parlais, tu vois. Ouais. Bah, tu vas les retenir à la perfection. Donc la constance dans les entraînements, pour moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Du coup, tu as parlé des cycles. Tu peux nous en dire un peu plus Pour moi, il faut apprendre les choses de façon cyclique, on peut dire, hein. De façon cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire de la montée 2 semaines, je vais faire sortie de 100 kilos 2 semaines,
Je vais faire sortie du dos 2 semaines. Puis après ce cycle-là, puis après ces 3 cycles, je reviens sur sortie de montée 2 semaines, sortie de 100 kg 2 semaines, sortie du dos 2 semaines, et ainsi de suite. Euh, Dès que les élèves ou dès que l'athlète a réussi à perfectionner un des mouvements, il le retire du cycle, il en ajoute un autre. Garde fermée, 100 kg dos. Garde fermée, 100 kg dos. Garde fermée, 100 kg dès l'arrivée. Tu comprends? Ok. Il va pas revenir au dos si il le maîtrise à la Il perfection. fait le cycle tant qu'il n'a pas pas Ok. forcément à la perfection, mais qu'il maîtrise les choses dont il a voulu, les choses qu'il a voulu apprendre. Ok. Une fois qu'il a fini ce cycle, il le répète jusqu'à qu'il voit qu'il ne fait pas d'erreur dans les 3 cycles. S'il y a 2 cycles où il fait des erreurs, il en enlève un, il le remplace par un autre, et comme ça, sa progression elle reste constante. Constant, toi. Je saurais pas quoi dire, moi. Je suis pas très objectif parce que je suis quelqu'un qui fait du jiu-jitsu, mais je saurais pas quoi te dire. Faites du jiu-jitsu, je serais pas déçu. Tu te jits? Bah du coup là on vient de faire une semaine. Tu as fait une semaine avec nous. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé? Alors, du point de vue de c'est toi qui as entraîné, franchement ça a été super qualitatif et on te remercie pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé en tant que coach? Parce que c'est la première fois que tu fais ça et que aussi ça s'est jamais fait en tout cas à Marrakech de cette manière-là. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Un camp d'une semaine à l'étranger, c'est la première fois que je fais ça. Ok, ouais. J'ai déjà fait des camps en France, j'ai déjà fait des séminaires, des stages, mais des camps d'une semaine à l'étranger, c'est la première fois. Donc tu vas avoir un avis honnête. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que moi, ce que j'aime dans le coaching, c'est vraiment amener quelqu'un d'un point A à un point B, mais de ce point A là, c'est quasiment zéro dans quelque chose, et l'amener à ce point B en ayant un 10 sur 10 arrivé au point B. Le truc, c'est que là, on avait des élèves qui n'avaient pas trop de connaissances dans la demi-garde, du moins pas autant que ce qu'il fallait, selon moi. Et on a vu qu'à la fin du stage, ils ont réussi à avoir un niveau correct en demi-garde. Si c'était un séminaire, c'était pas possible. Un stage, c'est pas possible. Un camp, ça c'est possible. Parce qu'on a une semaine où on est constamment ensemble. Des fois, on était à table, on mange. Ouais, c'est quoi les 3 concepts de la demi-garde? Des fois, on est là dans la piscine, on joue. Ah, là, tu utilises tel concept, telle chose. Et c'est de la révision constante et on revient aux mêmes choses que je t'ai dit juste avant, tu vois. Donc, tu es tout le temps en train de réviser. Des fois, on me pose des questions à n'importe quel moment. Et faire une semaine comme ça, dans un cadre comme celui-ci, avec lier l'utile et l'agréable ensemble, ça m'a vraiment fait kiffer. La villa, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est très propre. Tous les matins, notre petit déjeuner. Je te parle moi en tant que personne qui a vécu dans la villa pendant cette semaine. Petit déjeuner tous les matins, bien chaud, prêt, très bon. La villa est très propre. J'ai ma chambre, petite douche privée, salle de bain privée. Donc j'ai mes petites affaires dedans. Je me sens vraiment privilégié. Je me sens vraiment dans un truc très classe, propre, piscine, tatami. Franchement, c'est quelque chose que je pourrais faire toute ma vie, tu vois, en vérité. Juste ça, tu vois, kiffer ma vie comme ça, j'ai l'impression que Ouais, c'est moi plus aussi. des vacances, c'est du kiff, c'est, tu vois. Donc, ouais, bravo, bravo, c'était très bien organisé. Euh, Malgré quelques soucis qui font que c'est la vie, tu vois. Des fois, il pleut, pas le choix. Faut retarder un peu l'entraînement, malgré qu'il pleut quasiment jamais à Marrakech. Ouais, c'est fou ça. Mais ça, c'est des choses que tu peux pas prévoir. Il y a eu quelques petites choses, mais bon, c'est les aléas de la vie, quoi. Je pense qu'on peut terminer là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'était cool. Ok, bah je te remercie beaucoup en tout cas pour ta présence, pour ce séminaire, ça a été vraiment Merci super. beaucoup pour l'invitation. Et on est heureux que tu aies accepté de venir. Et on est heureux d'avoir participé à ce premier séminaire à Marrakech qui était vraiment magnifique. Merci. Et merci d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. Os.